Serge, bonjour. Bonjour, bien heureux de te retrouver. Tout le plaisir est pour moi. Aujourd'hui, pour cette interview, on commence notre cheminement avec tous les sujets que l'on va aborder, qui avaient été évoqués la fois précédente. Donc pour les téléspectateurs, il faut aller chercher la vidéo, Le temps des savoirs, Serge Le Guyadère, partie 00. Donc là, ça sera la partie 01. Voilà, 01, on est d'accord. Donc aujourd'hui, on va discuter autour d'un sujet qui est passionnant, qui est un sujet que tu évoques dans un livre et qui est a priori le premier livre que tu as fait éditer. Voilà, à compte d'éditeur. À compte d'éditeur. Voilà, parce que j'en avais déjà écrit 4 à compte personnel, c'est-à-dire à compte d'auteur. Oui. Donc ce livre, c'est Dialogue avec les morts, ça c'est le titre du livre, mais le vrai titre, disons, du livre, il est inscrit à l'intérieur, il est en termes de sous-titre, on va dire, c'est Enquête sur l'au-delà. Voilà. Alors qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? À publier ce livre. Alors c'est un ami que j'ai cité dans le précédent entretien qu'on a eu, Philippe Marlin, qui est fondateur, président de l'ODS, Œil du Sphinx. Ah oui. Et qui m'avait dit, parce qu'en fait, il avait créé des revues qu'on appelle les fanzines, et dans lesquelles j'ai publié de nombreux articles et de nombreux contes et nouvelles. Alors, il m'avait dit, si tu veux publier un vrai livre, à compte d'éditeur, eh ben, je te mettrai en relation avec le patron de Trajectoire. Des éditions Trajectoire, les éditions du livre. Oui. Et c'est ce qu'il a fait, et le gars m'a dit tout de suite, écoutez, si vous pouvez me pondre en 2 ou 3 mois un livre sur l'au-delà, ça m'intéresse, je prends. Ah oui, c'est lui qui t'a donné le sujet. Voilà, il m'a donné le sujet, et il m'a dit, il me faut par contre un synopsis. Le synopsis, c'est une sorte d'annonce, du sommaire en quelque sorte. Oui, de résumé. De résumé du livre. Donc je l'ai fait en 2 mois, je lui ai envoyé, il a été publié en 2003, octobre 2003, et depuis cette époque, il s'est vendu à plus de 5000 exemplaires. 5000 exemplaires, dis donc. Ouais. Alors pour quelqu'un d'inconnu, c'est pas mal quand même. Ah bah oui, c'est bien, c'est même plutôt bien. Enfin, inconnu peut-être en 2003, mais maintenant tu l'es de plus en plus connu. Et donc dans ce livre, tu évoques pas mal de sujets qui ont un rapport avec... alors, le titre, c'est Dialogue avec les morts, mais c'est aussi Rencontre avec l'au-delà. Hein. Oui. C'est Enquête sur l'au-delà. Et alors justement, c'est très important de préciser parce que l'au-delà, en fait, ça commence dans tout ce que l'on ne voit pas, ressent pas, n'entend pas, etc. C'est-à-dire à partir des 5 sens du corps humain. Les voilà, les 5 sens. Oui. Ce sont nos 5 sens qui sont représentés par les 5 doigts de la main. Oui. Alors, quand on ne voit pas, par exemple, les ondes électromagnétiques. Non. C'est déjà l'au-delà. D'accord. On ne sait pas ce qui se passe après la mort, c'est une continuation de l'au-delà. Eh oui. On ne sait pas s'il y a, comme je le dis dans le livre, une topographie dans l'au-delà, comme il y a une topographie sur la géométrie, la géographie terrestre, par exemple. D'accord. Oui. Donc, toutes ces règles qu'on connaît dans le monde physique, visible, audible, etc. En musique, il y a beaucoup de règles aussi. Hein. Oui. Eh bien, il y en a aussi dans l'au-delà, c'est-à-dire tout ce que nos sens ne parviennent pas à capter, à percevoir. Oui. Oui. C'était des signaux. Hein. Oui. Par contre, l'inconscient, lui, capte des choses. Oui, alors comment on peut savoir si on ne les capte pas Alors si, il y a des exceptions, et il y en a même beaucoup. Il y a des gens qui captent des signaux de type télépathique, par exemple. Hein, et ça, donc il y a des personnes qui sont douées de perception. Oui, enfin disons qui ont des dons, ou même des personnes qui ont développé des pouvoirs. Hein, parce qu'il faut savoir que l'être humain, quelle que soit d'ailleurs son origine, si c'est un primitif ou un évolué, oui. On a tous des quantités de pouvoirs très importants à l'intérieur de nous-mêmes. Et il y a des méthodes pour les découvrir et les appliquer. Par exemple, le yoga en est une. D'accord. Enfin, un des yogas, parce qu'il y a beaucoup de yogas différents. Donc on peut développer des perceptions de l'au-delà. Absolument. Alors, il y a des gens qui naissent comme ça avec un don. Probablement que dans une vie antérieure, ils avaient déjà
ce don, mais qu'ils avaient développé par des techniques appropriées. Et puis, il y en a qui sont nés comme ça pour d'autres raisons qu'on ignore, évidemment. Mais ce sont des dons que l'on peut détecter, développer et utiliser. À bon escient, bien sûr. Si on les utilise à mauvais escient et dans un esprit malveillant, on les perd. Et ça, on l'a déjà montré. On perd la perception, tu veux dire? Ah oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Mais ceci dit, il y a des mages noirs qui parviennent à concilier la malveillance systématique avec la conservation des pouvoirs. C'est-à-dire des mages noirs? Oui, des mages qui font le mal et non pas le bien. Ah, des mages noirs, Oui, dans le sens de peau noire. magie noire. Oui, magie noire. D'accord, voilà. oui. Et oui. Et malheureusement, ça existe encore. Et ça existe, oui. Ça a existé il y a très longtemps, et c'est l'une des causes du dernier déluge, d'ailleurs, c'est qu'une grande partie des pouvoirs, des créatures terrestres qui avaient des grands pouvoirs l'ont utilisé dans le mauvais sens, et c'est pour ça que les forces divines ont décidé d'éradiquer tout ça. D'accord. Et alors, tu parles de quelle période alors? Je parle de la période qui a précédé la nôtre. Oui, c'est ça, voilà. Avant et un peu pendant et après. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pratiquement toute la population terrestre a disparu. Hein. Oui. Ah oui, alors ça c'est... Et on était déjà dans la phase de l'Homo sapiens. Parce que comme on en parlera une autre fois, il y a eu d'autres humanités avant la nôtre, hein, ce que je rappelais dans notre dernier entretien, dont des géants qui allaient jusqu'à 5 mètres hein, au moins. Wow. Et c'était lié en particulier à des satellites qui n'existent plus, et alors que la Lune n'était pas encore là, donc sur plusieurs millions d'années. Hein. Alors inutile de préciser que la théorie darwinienne ne tient pas le coup. Ah bah, vu sous cet angle-là, c'est capoute. On peut l'intégrer peut-être dans certaines... Oh, très, très localement. Hein. Localement. Ouais, c'est c'est une théorie matérialiste, athée, hein, il faut le savoir. Bon, mais on reviendra plus tard sur cette notion. Oui, sur ces sujets-là. Alors, l'au-delà, alors on a vu que c'est en gros ce que l'on ne perçoit pas avec nos 5 sens. Voilà. Directement. Directement. Alors, on parle quelquefois de gens qui sont doués d'un 6e sens. Oui, les animaux, par exemple, on parle des animaux qui sont doués d'un 6e sens. Les humains aussi seraient doués d'un... Ah oui, ils sont doués d'un 6e et d'un 7e même. Ah. Oui, parce qu'il y a une chose que les animaux ne peuvent pas faire, c'est passer à la phase spirituelle. Ils sont dans la phase psychique, c'est le 6e sens. Et quand on monte encore, quand on progresse encore dans les questions, disons, de l'au-delà, eh bien, il y a une phase spirituelle et qui mène à l'éveil. Alors l'éveil, c'est connu des grands yogis, des grands maîtres, etc. Mais les animaux ne peuvent pas avoir un éveil. Oui, ils n'ont pas ils sont figés dans leur existence. Dans la matière. Dans la matière, obligatoirement. Par contre, ils ont des instincts. Oui, ah bah, leur instinct... Et nous, on peut les retrouver, ces instincts. Parce qu'en fait, nous sommes en quelque sorte une sorte de somme de tout ce qu'il y a dans la nature. Et c'est pour ça que certains écrivains, notamment sur l'Égypte antique, ont bien dit une chose très importante, qui rappelle d'ailleurs une phrase de la Bible, que l'homme est un étalon de mesure de l'univers. Et dans la Bible, on dit que Dieu créa l'homme à son image. À son image, oui. Eh bien, c'est ça. Parce que l'homme a tous les pouvoirs divins potentiellement. Certains naissent avec un d'entre eux développés, d'autres non, mais il y a des techniques pour les détecter et les développer. Et les développer. Oui, ça existe. Quand on fait du yoga, c'est une technique de synthèse. Le yoga, la méditation peut-être Ah aussi. Oui. Et alors les gens qui sont capables, les personnes qui sont capables de voir l'imperceptible, ils ont un nom, ces gens-là, c'est quoi? C'est des médiums? Surtout des médiums, mais pas toujours. Hein. En fait, ce sont simplement certains de ces fameux dons, dont on est tous dotés, qui s'éveillent, généralement quand on est jeune d'ailleurs, rarement quand on est âgé, ou plus, enfin d'âge mûr, disons. Mais on les a tous en nous. Hein. Moi, j'ai fait 5 ans de yoga. Hein. Ah, et alors, tu as vu des... Ah ben, par exemple, je me suis dédoublé. Je me suis dédoublé. Ah, alors, comment on appelle ça? C'est ce qu'on appelle le voyage astral? Oui, voilà, c'est out of body experiment. Out of body. Hein. D'accord. Hors du corps. Hors du corps. Et non l'expérience pas de hors...
oui. Hors du corps, oui. Alors La N2, on va en parler après, oui. On en parle après, oui. Il se trouve que j'étais à Bordeaux au retour de notre présence en Amérique du Sud, en Argentine, avec mes parents qui étaient diplomates. Hein. Oui. Je suis rentré à Bordeaux pour aller suivre des cours à l'université de mathématiques de Bordeaux, qui se trouvait, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, dans ce qui sont les locaux actuels du musée d'Aquitaine. Oui, voilà, du musée d'Aquitaine. À l'époque, on gravit les marches, à droite il y avait les lettres et à gauche il y avait les sciences. D'accord. Eh bien, je fréquentais donc la fac des sciences et particulièrement les mathématiques, et je rentrais chez moi, dans ma piole qui se trouvait rue Budos, à Bordeaux, Oui. dans un coin que personne ne connaît. D'ailleurs, j'ai interrogé des dizaines de personnes, personne ne connaît. Budos, Oui. est-ce que c'est entre c'est le une cours petite- Victor Hugo et le cours Alsace-Lorraine, non? Une petite rue perpendiculaire? Oui, peut-être. Enfin, en tout cas, ça existait avant l'apparition de Talence. Ah, c'était vers Talence Parce que, plutôt. oui, en fait, Talence a accueilli des universités. Oui. Et c'est à la fin de ma présence ici, en 62-63, parce que je suis remonté après à Paris, eh bien, Talence n'existait pas, moi, quand je suis arrivé à Bordeaux la première fois pour y séjourner, pour y faire des études. D'accord. C'est après que Talence, le campus de Talence, Le campus, oui. s'est développé. Or, il se trouve qu'à l'époque, je faisais du yoga tous les jours, à peu près 1h30 par jour, Waouh. entre 6h et 7h30. À 7h30, je descendais pour dîner, Oui. dans la cantine qui était en dessous de l'immeuble, qui était universitaire, hein, avec un parc. Et un jour, je faisais une méditation en lotus, c'est-à-dire les pieds l'un sur l'autre comme Oui. ça. J'avais mis tout ce qui est métallique à côté. J'avais ouvert grand ma fenêtre parce qu'il faisait très beau, qu'il faisait pas trop chaud. C'était fin mai à peu près. Oui. Et les étudiants commençaient à préparer leurs examens pour le mois de juin. Et moi, je faisais du yoga. Et brusquement, voum, je suis sorti de mon corps, au-dessus de l'herbe. J'étais quand même au 2e étage. Hein. Ah, t'étais en lévitation? J'étais en lévitation, mais pas mon corps. Mon corps, mon double astral. D'accord. Donc c'est Sorti. quoi? C'est ton corps éthérique, on appelle ça? Voilà, non, il y a les deux. Il y a Ah, le corps c'est pas éthérique éthérique. qui est l'interface entre le corps astral et le corps physique. D'accord. Il y a ensuite d'autres corps. Hein, et alors, je suis sorti avec mon corps astral, et probablement mon corps éthérique qui l'entourait. Hein, et je voyais en bas la pelouse du parc. Ouais. Je voyais devant moi les différents arbres du parc. Je me voyais derrière assis en lotus. Et oui, je me voyais très bien même. Et je voyais à droite et à gauche et en haut. Et là, t'avais une vingtaine d'années, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Et ça t'a pas fait peur? Si, ça m'a fait peur au point que j'ai été obligé de me rapatrier aussitôt dans mon corps. Parce que j'avais peur de tomber. Oh là là, Alors que je ça, ne c'est- pouvais pas tomber. Puisqu'on ne tombe qu'à cause de la pesanteur. Eh oui. Et que là, il n'y a pas de pesanteur. Eh oui, oui. Donc ça, c'est un phénomène paranormal que je ne suis pas le seul à avoir connu, bien entendu. Mais je l'ai connu à Bordeaux. Non, c'est pas la première fois, c'est la 2e fois, mais pas sous la même forme. Et j'ai recommencé ensuite, mais de manière volontaire, parce que là, je suis sorti de mon corps de manière involontaire, spontanément. Oui, oui, oui. Alors c'est très intéressant, parce que ça montre d'abord l'existence effective d'un corps, d'un 2e corps. Alors je mélange les deux, astral et éthérique. Hein. Et puis il y en a d'autres qui mènent à la spiritualité proprement dite. Mais là, on est dans le domaine physico- ou psychophysique. Alors, c'est C'est-à-dire sûr c'est comme que- les animaux, quoi, si tu veux. Oui, mais oui, oui. il faut savoir que toutes les règles du yoga et de l'hindouisme, on parle depuis des millénaires. Hein. Eh oui. Mais il y a des gens chez nous, alors chez les moines justement, parce que les moines qui sont en prière et en méditation toute la journée Oui. ont des phénomènes de cette nature. Ils se promènent dans le monastère. Pas tous, mais certains. Oui. Alors j'imagine que quand on a une expérience comme ça, forcément, après, on ne peut que s'ouvrir Ah bah bien sûr. À ces questions-là. à ces questions-là. Absolument. Et Ça, pour le c'est- coup, Non, mais- c'est un petit peu ce qui t'a amené à... Voilà, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au contenu de ce bouquin. Toutes les questions concernant le paranormal, l'au-delà, l'invisible, l'étrange, concernant la personne. Hein. Oui. Parce qu'il y a d'autres questions qui relèvent des collectivités. Alors ceci dit,
j'ai peut-être un karma personnel, comme il y a un karma collectif aussi, Oui. qui m'a incité à m'ouvrir à ça. Alors tout ça, ça a commencé en fait en Argentine dans les années 60, où mon père était en poste à Buenos Aires. Oui. Et un jour, parce que j'étais étudiant, moi j'étais étudiant en sciences expérimentales, puis ensuite en philo, je faisais les deux en même temps, et puis on m'a dit, mais il faut faire Mathelem. Alors j'ai fait Mathelem parce qu'il y a un décalage avec l'Europe, puisqu'on est dans l'hémisphère sud. Oui. Donc c'était pas la peine que je m'emmerde à venir immédiatement après mon bac en France, puisqu'il y avait un décalage et que j'étais... Alors on m'a dit, bah écoutez, faites Mathelem, avec les cours du lycée, et puis ensuite, quand vous aurez terminé, vous passerez votre bac Mathelem en plus de votre bac philo et de votre bac sciences ex, parce que j'ai passé les deux. D'accord. Et là, vous aurez tout en main pour arriver tranquillement en Europe, enfin en France. Oui. Alors j'avais envie d'aller à Bordeaux, parce que j'avais une marraine qui habitait ici, et qui habitait rue du Taillan, pas loin, à Bordeaux, là, près de Tivoli d'ailleurs. Et donc j'étais déjà assez avancé sur toutes ces questions, avant d'écrire ce bouquin. Tu disais en Argentine, tu as vécu déjà des premières choses en Argentine? Alors j'ai rien... Si, non, on ne peut pas dire que j'ai vécu des choses importantes, mais par contre j'ai découvert des lieux extraordinairement énergétiques. Que tu ressentais toi-même? Ah oui, que tout le monde rejoint quand ils y vont. Ah d'accord. Oui. Alors j'en ai découvert 2 dans ma vie, un en Argentine et un au Liban, dans la montagne libanaise. C'est-à-dire que quand on arrive là, moi qui est quelqu'un qui dormait beaucoup, Oui. eh bien je n'avais plus besoin de dormir. J'étais éveillé comme si je venais de naître, si on peut dire. Alors il y a comme ça certains endroits sur Terre où la géophysique permet, disons, une certaine puissance personnelle. Captation d'énergie. Voilà, on capte de l'énergie Oui. qui vient de sous terre. Et c'est de l'énergie vitale pour le coup. Oui, si on veut, ou Qu'est-ce alors, que ça peut- je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a des lieux qui sont propices à l'éveil, à la méditation, et où tu n'as pas besoin de boire, ni de manger, ni rien, et c'est très puissant. Oui. Ah oui, j'ai entendu ça, c'est en Inde, des gens qui ne mangent pas. Ça s'appelle le prana ou Oui, enfin, quelque chose comme ça. j'y crois qu'à moitié. Alors, oui, Parce qu'il faut déjà être très avancé. c'est controversé. Oui, non, mais c'est pas compliqué. Le prana, c'est l'énergie vitale qui entoure tous les êtres vivants. Pas seulement l'homme, tous les êtres vivants. À partir du moment où se livrent des techniques de méditation et de concentration, d'abord la méditation, ça commence par la concentration. Il faut se concentrer sur un objet. Je l'explique d'ailleurs là-dedans aussi. Alors, ça peut être une flamme, ça peut être une rose, ça peut être un objet quelconque. Enfin, il vaut mieux que ce soit un objet, soit comme une flamme, soit comme la beauté d'une fleur, par exemple. Oui. Quand on médite, c'est-à-dire d'abord quand on se concentre, alors immédiatement l'esprit se rebelle, parce qu'il veut sauter d'un... Oui, ça c'est le problème. Comme un singe qui va et qui vient. On mentalise. Voilà. Et alors moi j'avais trouvé le truc, je me disais, bon, mon mental se balade comme un singe qui passe d'une branche à l'autre, je vais donc l'enfermer dans une cage symbolique et je vais fermer à clé. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a permis de continuer une méditation sans avoir à me préoccuper de mon esprit qui allait et qui venait d'un sujet à l'autre. Ah oui, mais symboliquement, ça marche. C'est une technique. Ça marche. Un peu la méthode Coué, non? C'est pas vraiment ça. Si on veut, mais enfin, c'est surtout symbolique. Oui. Le symbole, quand on y pense vraiment, ça a beaucoup d'importance. C'est pas seulement un graphique ou une idée ou une manière de penser. Non, c'est très puissant. Oui. Très puissant. Et donc, dans les phénomènes paranormaux, comme ça, alors il y a des êtres qui voyagent dans le... Ben, comment ? Dans l'invisible. Alors, ce sont quoi? C'est quoi ces êtres? On parle de fantômes, quelquefois? On parle de... Non, ça apparaît à l'extérieur, comme peut-être s'il se matérialise un tout petit peu. Tout ça, c'est une question de vibration. L'ensemble de l'univers est formé de vibrations. Et oui. Quand on regarde un atome, c'est aussi une vibration. C'est que de la vibration. Oui, voilà. Alors, il faut comprendre, et ça, c'est ce que je vais dire là, c'est général. La vibration, elle peut être à fréquence élevée ou à fréquence faible. Oui. Quand elle est à fréquence faible, ça veut dire qu'elle ralentit et on tombe dans la matière, qui est dense. Oui. Si on fait monter la vibration
à haute fréquence, Oui. à ce moment-là, on passe dans des niveaux supérieurs de conscience. Oui. Alors ça peut être très bref, mais ça peut être aussi long. Et les gens qui sont avancés au niveau spirituel, comme les grands yogis, comme les grands maîtres, sont des gens qui ont l'habitude de passer du niveau psychique, qui est commun à tous les êtres D'un vivants, état de fréquence à voilà, un à un autre. autre. Plus la fréquence est élevée, plus on est haut, dans le spirituel. C'est-à-dire qu'on passe du physique au psychique et au spirituel. Tu avais 3 niveaux. Hein. Oui. C'est les 3 couronnes du pape. Hein. Eh oui. Ah. Eh oui. La matière, c'est la plus dense et c'est la plus large. Ouais. La deuxième couronne, c'est le psychisme. Et la troisième, c'est la spiritualité proprement dite. L'angélique, le super-angélique, le divin proprement dit, etc. Voilà pourquoi c'est en 3 niveaux. C'est la Trinité, non? Si, c'est Si, la c'est Trinité. le- Le d'accord. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est justement la vibration élevée. Le Fils, c'est l'incarnation du Père dans une vibration plus, disons, moins Moyenne, élevée, disons. moyenne, Ouais, ouais. et ainsi de suite. Tout ça, ça se D'accord. reproduit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans l'Église catholique en particulier, eh bien, on fait appel à ces notions, mais on ne les explicite pas, malheureusement. Et moi, j'en parle comme si je faisais un petit cours hein, là-dessus. Oui, oui, oui. Mais c'est la fonction qui crée la matière, hein, et non pas l'inverse. Tu as une fonction, elle s'incarne dans quelque chose de concret, et non pas le concret qui fabrique l'idée de la fonction. D'accord. C'est complètement idiot. À l'origine, il y aurait d'abord de la vibration Ah oui, absolument. qui s'incarne Voilà, dans la des matière. niveaux de plus en plus ralentis, si on peut dire. Et le dernier niveau, c'est la matière. C'est la matière. Voilà. Et quand on s'adresse à un astronome, on s'adresse à une personne qui s'intéresse qu'au bas niveau de l'univers. Mais s'il avait la capacité d'aller plus loin, il verrait des choses qu'il ne peut pas voir. Alors maintenant, il y a des appareils qui permettent de faire ce qu'on appelle l'astrophysique. Donc ce sont des vibrations électromagnétiques, Oui. entre autres. Mais sans ces instruments-là, on ne voit que l'optique. Oui, oui, bah, c'est comme ça qu'on arrive à détecter des nébuleuses, des choses comme ça. Oui. Finalement, c'est simplement une histoire de fréquence Oui, oui. lumineuse. Bien, oui, enfin, par exemple, oui. Alors donc, pour revenir à mon bouquin sur l'au-delà, qui est intitulé « Dialogue avec les morts », eh bien, quand je l'ai eu fini, j'ai envoyé mon synopsis, donc, Oui. à Trajectoire, qu'il a accepté immédiatement. Et quand il a été vendu, il m'a dit, ben, vous n'avez pas un autre produit à nous proposer, un autre projet? bah oui, Je lui ai pardon. dit, si, j'en ai un que je voulais vous proposer avant, mais on m'avait dit, non, il vaut mieux commencer par ça. Et ça porte sur les prophéties, et parce que c'est aussi Trajectoire. Oui. Le grand livre des prophéties. Voilà. On en parlera dans Une prochaine interview. prochaine interview. Donc alors, parmi les personnages, je ne sais pas comment les appeler, les entités, on a, on va dire peut-être en bas, enfin dans les basses fréquences, même s'ils sont plus élevés que nous, puisqu'ils sont immatériels. Oui, oui. On pourrait dire, est-ce qu'on pourrait dire que l'on a les fantômes? Parce que quelquefois, les fantômes, on les voit un peu. Oui. On arrive à un peu à les... Alors je dis on, mais moi ça m'est jamais arrivé. Non. Mais c'est ce que l'on dit. Alors, on peut dire qu'il y a des manifestations fantomatiques, Oui, mais elles sont provisoires. Hein. Elles ne durent pas, sauf dans certains cas historiques, bien connus, où le fantôme dure des siècles. Alors, on pense que c'est la vitalité de la personne qui continue à s'incarner dans le lieu où elle a été vue la première fois. Mais en général, la manifestation fantomatique, car elle existe, hein, Oui. dans beaucoup d'endroits d'ailleurs, elle est provisoire. Et elle est liée à l'évolution de la personne dans l'au-delà, justement. d'accord. Et elle est liée au lieu, Elle est liée essentiellement au lieu. au lieu de la... Oui. Voilà. Il y a aussi le cas de la Dame Blanche. Ah oui, alors ça c'est Ben, la, ce sont Dame des Blanche, cas... la Dame Blanche, c'est une mémoire d'un... Parce que, alors, comment on détecte une Dame Blanche? J'en parle dans mon diaporama, justement. Oui, Parce que là, on a des images et tout. oui. Parce que j'ai fait un diaporama excellent sur tout ça, hein, que je projette à droite à gauche depuis maintenant 5 ans, au moins. Alors la Dame Blanche, en fait, c'est une mémoire énergétique d'un événement
dramatique qui s'est passé à un endroit sur une route. D'accord, en général, c'est sur une route. Oui, en général, c'est sur une route. Tu es dans une voiture avec un ami ou une amie, vous passez en voiture, vous voyez une forêt au bout, je prends un exemple. Hein. Oui, oui. On passe et brusquement, on voit un personnage, presque toujours féminin, qui s'approche de la voiture. Alors on est tellement ébahi qu'on ralentit et même qu'on s'arrête. Et c'est la Dame Blanche, qui n'est qu'une mémoire énergétique localisée géographiquement et temporellement. Et donc, qui serait dû à Un incident ou un accident. Un accident, Oui, peut-être voilà. mortel, dans ce lieu-là. Celui-là, dans le passé. Dans le passé. Oui. Alors, il y a aussi d'autres choses. Hein. Par exemple, moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai un ami qui l'a vécu. C'est l'histoire de quelqu'un qui arrive... Enfin, il a un ami à côté de lui. Ils sont en voiture tous les deux. Ils viennent voir une dame qui est censée être la mère du gars qui est sur le siège passager. Oui. Et les deux personnes en voiture s'arrêtent, rentrent dans la maison, enfin sonnent à la maison. Une personne âgée arrive, par exemple, et dit oui, vous voulez quoi? Alors, il n'y a que le chauffeur qui sort là. Hein. Et le chauffeur lui dit, ben, madame, est-ce que vous voulez revoir votre fils, qui est adulte, hein? Oh, écoutez, monsieur, c'est pas la peine de plaisanter. Il est mort il y a déjà 5 ans. Oui. Ah, d'accord. Mais en fait, le fils, quand le conducteur revient, n'est plus dans la voiture. Donc c'est une apparition qui sont incrustées, mais c'est des exemples qui existent en nombre. Hein. Il y a des témoignages comme ça, Ah de oui, gens oui, qui il y ont a des vécu. dizaines de Tu témoignages. en parles dans ton livre de certains. J'ai vu Non. qu'il y avait certaines Alors, je ne parle anecdotes. pas de celui-là, oui. Je ne parle pas de celui-là. Enfin, de ce cas-là. Oui. Qui est un cas relativement courant. Hein. C'est-à-dire que c'est un type qui rencontre quelqu'un qui lui dit ben tiens, vous allez dans tel coin, d'accord, est-ce que vous pouvez m'emmener? Ah ben volontiers, il n'y a pas de problème. Bon, parce que j'ai ma mère qui habite là, dans ce village, dans cette maison. Ça doit être terrible. Oh, ben écoutez, avec plaisir, bon. Alors tout le monde ne dit pas ça, mais Oui. non. Oui, 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 oui. Et en fait, le personnage que le conducteur a rencontré quelque temps avant n'existe plus sur Terre. C'est une apparition fantomatique, mais qui a tellement l'air vrai, hein, je te touche comme ça, qu'on se dit, ben oui, c'est un gars normal, quoi. Ah, Alors ça- qu'en ça- fait, c'est un fantôme. Ah, les fantômes, moi, ça me fait peur. Ah non, non, il ne faut surtout pas en avoir peur. Ah bon? Non, parce que généralement, ils ne sont pas malveillants. Hein. Ben, on on a a ça peur dans de l'inconscient collectif, Oui, avec mais- la filmographie. Voilà, exactement. Mais j'ai dans mon diaporama une photo sur un cimetière où on voit un enfant qui est assis sur un des tombeaux. Et en fait, c'est quelqu'un qui a photographié ça à un moment où il était avec son fils pour aller voir une tombe à côté. Et qu'est-ce qu'il voit dans le développement de la photo? Il se contentait pour lui de photographier prendre juste la tombe, quoi. une tombe. Ouais. Et au développement, on voit un personnage, un enfant qui est là. Et qui est Incroyable. mort très jeune. Incroyable. Et on voit quantité comme ça de Oui. photos qui... alors peut-être plus autrefois avec les photos que l'on développait avec Ah oui, l'argentique. l'argentique. peut-être moins maintenant avec Voilà. le numérique, non? Alors ça, sais pas. je ne sais pas. Par contre, le problème, je me suis posé la question à propos des objets qu'on voit dans certaines régions, en Alsace-Provence, par exemple, dans les Alpes de Provence, où il y a Oui. des ovnis souvent. Oui. Hein. Et là, il y a des spécialistes qui sont connus d'ailleurs, on les voit dans des reportages, qui ont filmé avec de l'argentique et du numérique, et ça ne donne pas le même résultat. Ah, tiens donc. Ah oui, ça c'est curieux. Il y a beaucoup de phénomènes hein, comme ça qui relèvent vraiment de l'anomalie pour nous, mais en fait, ce n'est pas une anomalie, c'est un phénomène qui est dans la 4e dimension. Et alors, ces fantômes que l'on peut percevoir quelquefois, qui ne sont pas dans la matière, mais que l'on peut voir, Oui, oui. on parle, j'entends parler, de personnages, d'âmes qui
qui se sentiraient encore vivants et qui auraient du mal à partir au paradis, enfin, oui, enfin ailleurs. Ailleurs. Il faut pas dire au paradis. Oui, ailleurs. Ça peut être l'enfer aussi, ou le purgatoire, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire des zones temporelles dans lesquelles on passe pour se nettoyer. Un peu en transit, quoi. Oui. C'est des personnages qui sont en transit. Voilà, le purgatoire, c'est un passage transitaire Oui. pour se purifier avant de monter plus haut. Et donc, il y a des gens qui arrivent à faire passer les âmes. J'entends parler de ça, des gens qui sont doués. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai dans certains cas, mais qui arrivent à faire passer les âmes, à les accompagner pour les faire s'élever dans une autre dimension. C'est pas courant. Hein. Oui. Mais enfin, alors quand on parle d'âme, qu'est-ce que c'est là aussi, c'est encore dans l'invisible. C'est le corps astral qui enveloppe l'âme et qui se déplace à droite à gauche dans le temps et dans l'espace. D'accord. D'ailleurs, on peut retrouver ça chez les saints et les grands mystiques. Oui. Et je crois que j'en parle quelque part, d'ailleurs, dans mon bouquin. On a vu des gens comme Padre Pio, par exemple, mais d'autres, c'est archi connu depuis longtemps, ça. Dans toute cette catégorie d'êtres humains, femmes et hommes, qui sont montés très haut dans la spiritualité, donc les saints en finale, mais avant ça, on est un grand mystique. On en trouve en Inde, on en trouve au Japon, à droite à gauche. Ces gens ont développé les pouvoirs que j'évoquais tout à l'heure et les utilisent comme toi, tu utilises un crayon. Oui. Ah bah oui, mais on a tout ça en nous-mêmes. Et alors passons à un autre chapitre. Oui, alors voilà, justement, j'allais parler du sujet de la NDE. On a évoqué un petit peu tout à l'heure. NDE qui veut dire en anglais Near Death Experience. Voilà. Et en français, ça se dit EMI. Voilà, expérience de mort imminente. De mort imminente. Bon. Alors ça, c'est un phénomène qui a toujours existé, mais on n'a jamais compris ce que c'était. Sauf que depuis que Moody, un savant américain qui a écrit des bouquins là-dessus, aux États-Unis, a découvert, en interrogeant, parce que les gens se réveillent à un moment donné, a découvert qu'ils n'étaient pas morts du tout, qu'ils avaient frôlé la mort. Donc alors, c'est des gens qui, cliniquement, il leur arrive un accident, voilà, peu importe. On les considère cliniquement, comme morts. ils sont morts. L'électrocardiogramme qui est plat, ou l'encéphalogramme qui est plat. Oui. Mais ça ne dure pas. Et quelques minutes après, paf, il se réveille. La machine se réveille et il se réveille. Et donc, ensuite, alors pas tous. Non, pas tous, malheureusement pour eux. Mais ces gens-là disent avoir vécu, quoi ? Une expérience extraordinaire, une expérience. Alors tous disent presque tous, parce qu'il y a quelques exceptions plutôt négatives. Enfin, ça représente, à mon avis, au maximum 5% de 100 cas. Un petit pourcentage. Voilà. Alors la plupart disent, nous avons vu un énorme tunnel de lumière dans lequel on a voulu s'engouffrer, et au bout de ce tunnel, on s'est retrouvé avec les âmes de certains de nos ancêtres qui nous ont dit « Non, ce n'est pas encore l'heure pour venir ici. Donc tu vas retourner sur Terre. » Et on n'avait pas envie du tout, parce qu'on s'y trouvait très bien. Et oui, on décrit une grande quiétude. Mais extraordinaire. Aucune contrainte, une légèreté extraordinaire. Et puis un amour inconditionnel des gens qu'on voit. De cette lumière, des gens que... Donc c'est un système dans son ensemble. Or, la couverture de mon livre, c'est ça. Et oui, alors... C'est la fameuse NDE. De la montrer à la caméra. Donc là, on voit un tunnel avec au bout une lumière... qui attire les gens qui se trouvent dans ce tunnel. Voilà. Et donc, alors, les gens qui reviennent à la vie décrivent presque tous sans se connaître. Ah oui, absolument. Alors ça, c'est très connu depuis que Moody, le psychologue et psychiatre américain, comme John Mack pour les ovnis, par exemple, qui interrogeait les gens sous hypnose, par exemple. Ah oui, heureusement qu'on a des savants qui sont un peu plus ouverts que beaucoup d'autres et qui s'intéressent à ça, qui enquêtent, qui prennent des notes, enfin, qui voient tout. Alors en France, on a actuellement un docteur qui était anesthésiste, Jean-Jacques Charbonnier, à Toulouse. Jean-Jacques Charbonnier, qui lui
pour bah, le lui, coup, a il a- vécu des... Oui, lui, il a carrément ouvert les portes de tous les côtés. Ouais, ouais. Il a 500 personnes, parce que j'ai rencontré à Bordeaux. Ouais. Il m'a dit, vous savez, moi j'ai des dizaines de personnes qui travaillent pour moi toute la journée pour faire connaître ceci, pour mettre en place des réunions collectives, etc., des conférences. Même maintenant, ils sont passés disons, à des méditations, des exercices de méditation, etc. Alors Jean-Jacques Charbonnier, c'est un type qui a fait un travail colossal. Il était anesthésiste, Oui. donc c'était pas n'importe qui. Hein. Non, oui. Et c'est en entendant certains de ses patients se réveiller et raconter ce qui leur était arrivé juste avant qu'ils ne se réveillent, ou quand ils étaient en opération, par exemple. Il y en a un qui dit, mais moi, quand les chirurgiens m'ont opéré, vite, je me suis collé au plafond. Je me suis vu d'en haut. Oui, exactement. Comme moi, je me suis vu en yoga dans la pièce, alors que j'étais au-dessus du parc, enfin du gazon. Oui. Eh bien, ça, là, quand il a entendu ça une fois, il a dit bon. Et il m'a dit après, non, j'ai eu d'autres témoignages dans ce sens. Alors je me suis dit, c'est pas possible. Ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas le même âge, ni la même vie, enfin rien de commun, a priori, sur le plan social. Et ils racontent tous à peu près la même chose. Voilà, exactement. Ils racontent tous à peu près la même chose. Donc pour lui, ça ne fait plus aucun doute. Non seulement la conscience existe en dehors du cerveau et du corps, hein, mais en plus, elle peut se translater dans le temps et dans l'espace. Et ça, évidemment, c'est pas un point de vue matérialiste. Hein. Quand on a vécu ce genre d'expérience, après, c'est comme ton voyage astral. Ben oui, oui. À un moment donné, on ne peut que s'ouvrir Ah ben, à évidemment. toutes ces questions-là. Voilà, exactement. Donc, il faut bien comprendre que l'univers est bien plus compliqué qu'on ne le croit ou qu'on ne l'admet, hein, parce qu'il y a des gens qui le savent, mais ils ne veulent pas l'admettre. Oui. Et surtout il faut se débarrasser de l'idée matérialiste que seuls nos 5 sens nous renseignent de manière précise sur notre environnement, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui existent malgré cela. Et dans ton livre, tu précises que dans les religions, toutes les religions en parlent. Ah ben, bien sûr. C'est le principe de la religion. Oui. C'est de te connecter avec le divin, oui. Quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. Et alors ces âmes, parce qu'on est constitué d'un corps physique, voilà. et ensuite d'une conscience qui serait, a priori, qui serait extra... corporelle. J'allais dire extraterritoriale. Presque. Oui, parce que notre territoire habituel, c'est notre corps. Oui. Or, il existe d'autres territoires dans lesquels nous sommes aussi, mais on ne le sait pas. Alors c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'aura? Oui, alors il y a l'aura qui est tout simplement le corps éthérique, hein, oui. qui se manifeste de manière plus ou moins lumineuse dans certains cas. Généralement, c'est spontané, hein, mais c'est le cas de la plupart des mystiques et des saints, hein, qui peuvent le faire sans souci. Un peu plus élevé, il y a le corps astral qui, lui, voyage, alors que ce n'est pas le cas du corps éthérique. Le corps astral est un véritable véhicule. Comme au niveau physique, notre corps physique est un véhicule. Hein. Mais tout ça, c'est archi connu des anciens et des orientaux et des asiatiques. Hein. Dans les religions. L'hindouisme en parle depuis le début. Oui. Même si l'hindouisme s'est dégradé sur le plan socio-économique depuis des millénaires, mais c'est la plus ancienne religion qui existe encore sur Terre en activité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre justement l'hindouisme et puis, par exemple, le christianisme? Alors, il y a des différences, mais ce sont des différences tardives. C'est-à-dire que l'hindouisme, au départ, était beaucoup plus pur que ce qu'il n'est aujourd'hui. Alors, j'entends la différence. Habillé de culture. Oui, oui. Mais dans la compréhension des mondes de l'au-delà, dans l'hindouisme, on parle de réincarnation. Oui, mais ça, c'est encore autre chose. Ah, c'est encore autre chose. Oui. Ça n'a rien à voir avec les âmes et compagnie. Alors, ça a à voir dans le sens que, dans l'hindouisme, on accepte depuis des millénaires, c'est une religion qui a 6000 ans, hein, quand même. Oui, oui, oui. Alors que la nôtre n'a même pas 2000 ans, enfin, à peine 2000 ans. Bon, christianisme. Oui. Et l'islam encore moins. Oui. Bon. Or, l'hindouisme, pour le prendre comme référence, parce qu'il y a tout dans l'hindouisme. Tout ce que tu trouves dans l'islam existe déjà dans l'hindouisme. Tout ce que tu trouves dans l'hébraïsme est déjà dans l'hindouisme, etc. C'est la religion la plus complète qu'on puisse imaginer.
Seulement, malheureusement, au cours des âges, les religions, les philosophies et les cultures bougent. Et chacune imprègne l'autre. Eh oui. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est quand la culture domine à la place de la spiritualité de la religion primitive. Et ça, c'est catastrophique. Car on est plus dans la culture que dans la spiritualité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. On est plus Bon, finalement alors, dans la donc, matière. Voilà. Les dogmes de l'hindouisme, on les connaît. Enfin, moi, je les connaissais bien à l'époque où je travaillais sur le yoga et tout ça. Et cette histoire, je reviens avec cette histoire d'âme. Est-ce que chacun de nous a sa propre âme? Ah oui, absolument. Ou alors c'est une âme commune? Non, alors Non. il y a des théories philosophiques ou Oui. théologiques. Oui. Théologie, c'est la philosophie de la religion. Hein, Oui, qui pensent qu'il y a une sorte d'ensemble dans lequel les âmes individuelles s'incorporent. Et que la vraie réincarnation, c'est ça, quand on passe de l'une à l'autre. D'autres disent non, c'est pas ça du tout, c'est l'âme individuelle qui, une fois que le physique est mort, oui. va rechercher un autre support physique, qui est le corps, donc, pour se réincarner, et il fait un choix là-dedans. C'est l'âme qui fait Voilà, le qui choix. fait ce choix. Il fait ce choix, alors, de l'époque, du lieu et de la famille. D'accord. C'est très discutable, mais puisqu'on n'a pas mieux, on va Oui, l'admettre. Oh, bah, ça fait partie Voilà. des quelques théories qui existent Alors autour maintenant, de... il y a une question que tu ne me poseras pas, parce que ça n'apparaît pas de manière claire dans la liste des chapitres, c'est la suivante. On s'est demandé, moi je me suis demandé aussi souvent, pourquoi est-ce que le christianisme, au début en tout cas, Ouais. n'avait pas conservé, car il l'a eu au tout début, dans les 2-3 premiers siècles, l'idée que la réincarnation puisse être une théorie valable, Oui. un dogme valable. Oui. Et après conversation avec des théologiens, des réflexions moi-même, je suis arrivé à la conclusion suivante. C'est que la réincarnation, en principe, existe pour toute âme humaine, Oui. mais le dogme catholique, parce qu'au début, il n'y avait que la religion catholique. Hein. Oui. L'orthodoxie et le protestantisme sont venus plus tard. Un petit peu après, oui. Et c'est des problèmes politiques en plus. Oui. Eh bien, la raison est très simple. Enfin, très simple. On peut la donner comme si. C'est-à-dire que si les chrétiens admettent la théorie de réincarnation, ils vont tomber, comme les hindous, dans l'immobilisme socio-politique. C'est-à-dire que puisqu'il arrive telle chose à tel ou tel individu, c'est qu'il paye ou qu'il gagne ce qu'il a fait dans une vie précédente. Donc je ne bouge pas. Et donc on tourne en rond. Oui. Ce qui veut dire que les bouddhistes, les hindous et toutes les religions du même genre tournent en rond pour ne pas résoudre le problème socio-politique et économique lié à leur situation. Si ce sont des gens malheureux, eh ben je n'irai pas à leur secours, sauf s'ils me le demandent. Mais je n'irai pas spontanément. Alors que dans le christianisme, il faut aller au secours des gens. Oui, parce qu'on est en action. Or, c'est toute la différence entre l'attitude. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hindous qui ne viennent pas à ton secours, hein, mais en règle générale, l'idée est de dire, puisque vous êtes malheureux dans cette vie, c'est que vous payez quelque chose d'une vie précédente. Et au contraire, si vous êtes très heureux, si vous réussissez, c'est que vous avez fait un gain dans l'autre vie, parce que vous vous êtes bien comporté, parce que ceci, parce que cela, et donc vous gagnez dans cette vie. Oui. Alors en même temps, le malheur ou le bonheur, c'est un peu subjectif. Eh oui. On peut... moi, j'ai entendu dire que ces âmes, les âmes se réincarnent au fur et à mesure pour essayer justement de trouver des corps qui vont les élever spirituellement. Alors voilà, pour progresser. Pour progresser spirituellement. Exactement. Oui, mais après, je me demande, moi, pourquoi on ne se réincarnerait pas en chat. Oui, alors ça, c'est de la métempsychose. La théorie, qui est surtout une théorie hindoue, mais à laquelle je ne crois pas, qui consiste à dire une âme humaine peut se réincarner dans un animal, moi je considère ça comme une régression.
Alors ça, si c'est le cas, c'est- la métempsychose. Si la métempsychose existe vraiment, au niveau psychique et spirituel, alors ça veut dire que c'est un sacré, une sacrée punition, hein, un sacré châtiment. Pour régresser à ce point-là, c'est un châtiment terrible. Hein. Et on ne sait pas si on régresse, Serge, finalement, parce que finalement, on vit, quand on est chat, Oui. Oui, mais enfin, c'est on pas vit le- dans Oui, d'autres d'accord. perceptions, dans Oui, mais un c'est autre pas le- monde. Oui, Si mais ça se c'est- trouve, les chats pensent de nous que nous sommes, on n'a Oui, pas de mais- chance. Non, mais les chats sont fixes comme tous les animaux et Je les prends plantes. l'exemple des chats, mais Oui, non, mais quels que soient les animaux et quels que soient les pierres, les rocs, les arbres, enfin les plantes, tous les niveaux oui, pour le coup, on d'existence. peut se poser des questions Voilà. sur tout ce qui existe. Alors, ou bien on peut admettre facilement qu'on puisse se réincarner dans un univers d'êtres humains, mais si on se réincarne dans un univers animal ou même végétal, moi je le vois comme une régression. Alors, Ben, c'est peut-être que je me normal. En trompe. tant qu'humain, c'est normal de se... Ça ne peut être que dans un sens croissant, Ouais. Mais croissant ou pas vers du où tout, Voilà. où on tourne en rond dans notre humanité. Bon. Alors passons à un autre sujet, parce Alors- que là on peut en parler pendant des heures. Ah oui, hein. bah oui. Alors, moi, il y a une question que je voudrais qu'on aborde ensemble. Je me dis, bon, alors, si notre âme survit, nous survit, enfin, notre âme ou notre conscience... Bien ou- sûr qu'elle nous survit. si- Heureusement, Oui, si elle nous survit. Bon, sinon c'est la cata. hein. que penser quand notre corps est mort Oui, bon, bah alors, on a le choix. Soit on est enterré ensuite, oui. soit On est incinéré. soit on est incinéré. Oui. Euh, Soit on meurt au milieu de l'Atlantique et là personne ne peut nous retrouver. oui. Alors excluons ce cas-là. Prenons le cas de l'incinération Alors, voilà, le face cas de à l'incinération. l'enterrement, Oui. enfin, à l'inhumation. Oui. Alors, il faut savoir que l'incinération a toujours existé en Inde, et souvent accompagnée de la défunte. Hein. Enfin, de la femme du défunt, plutôt. Oui. Ce qui est un terrible sacrifice, hein, parce qu'elle brûlait en même temps que le corps de son mari. Hein. Ah bon. Ah ben oui. Et alors, on l'a bourré de drogue Oui. pour diminuer ses souffrances, mais c'était comme ça. Hein. Wow. On mettait un bûcher, le corps du mari, la femme vivante à côté, qu'on avait préalablement droguée de manière plus ou moins importante, pour lui éviter les souffrances du corps. Parce qu'il n'y a pas que les souffrances du corps, il y a les souffrances, non pas de l'âme directement, mais du corps éthérique. Et j'ai ici un énorme bouquin, comme ça, d'un certain Lancelin, qui explique justement à propos de ces problèmes, c'est-à-dire est-ce qu'on inhume un corps ou est-ce qu'on incinère un corps. Pendant longtemps, l'Église catholique romaine, et les orthodoxes aussi d'ailleurs, interdisaient la crémation. Personne ne savait pourquoi exactement. Alors on peut te raconter des tas de choses sur le plan théologique. Hein. Mais un jour, lorsque certains savants se sont penchés sur la question technique de la chose, ils ont découvert que le corps éthérique ne quitte pas le corps physique après sa mort immédiatement, il reste entre 3 et 7 jours collé au corps physique. Et il éprouve des sensations et des impressions. Si on brûle le corps dans les 2 jours qui suivent, ça attaque le corps éthérique C'est de la manière... question que j'allais te poser. Et voilà, c'est ça la réponse. Alors le corps astral s'en va, à condition que le corps éthérique se dissolve, mais il ne se dissout que dans les 3 jours, au mieux, et en général au bout de 7 jours. Donc il n'est pas question d'incinérer quelqu'un dans les 24 heures ou les 48 heures, par exemple. Oui. C'est une grave erreur. Seulement ça, mon cher, aucune église n'en parle. Et- Parce qu'on a oublié dans la pratique religieuse qu'il y a un au-delà, justement, et qu'il faut en tenir compte, et que sinon, il n'y a pas besoin d'être en religion. Hein. Alors pourquoi on n'en parle pas? Mais parce qu'ils en ont une trouille, tiens, les gens ont la trouille de l'au-delà, et c'est l'inconnu pour la plupart. Alors qu'il y a des milliers de livres hein, qui parlent de ça, Oui. et qui permettraient, moi, la moitié enfin, un tiers de ma bibliothèque porte là-dessus. Et alors, je reviens aux personnes qui sont capables il y a des personnes qui sont capables de discuter avec les morts. Alors, Oui, il y en a qui c'est- ont cette propriété, cette faculté plutôt, et qui font des pronostics, par exemple, et puis qui disent aux gens, mais bien, je vois votre grand-mère, ou votre père, ou votre fils,
il me lance un message. Alors, c'est pas tard. Il y a même des gens qui ont réussi à enregistrer sur bande magnétique certains mots de ces messages. Tu as entendu parler du Père Brune, par exemple. Oui. Bon, alors oui. c'est un gars... Qui est décédé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Oui, Je voilà, crois que il est c'est l'année décédé dernière, l'an passé, oui, en octobre ou en octobre. Et il y a des gens qui reçoivent des messages comme ça. Alors, on a fait des essais dans pas mal. Hein. Et on laisse une bande magnétique près de la photo de quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps, avec, par exemple, une petite bougie allumée toute la nuit. Et on enregistre. Oui, on lance la bande magnétique à vitesse lente. Eh bien, le lendemain, tu es quasiment sûr, 8 fois sur 10, quand tu te redéroules ta bande, d'entendre des mots. Oui. J'ai déjà entendu ce type de... On envoie sur des chaînes YouTube des expériences. Mais ça existe. Alors, c'est pas très courant, hein, mais ça existe. De la même manière que dans des événements à venir très importants qui touchent la personne vivante, elle peut avoir une vision du défunt qui lui dit quelque chose. Et moi, ma mère, ça lui est arrivé. C'est-à-dire ? Bien, c'est-à-dire que ma mère, qui était fille de militaire, sœur de militaire, avait des amis, enfin un ami en particulier, qui habitait en Australie. Australie, c'est pas à côté. Hein. Et un jour, elle était devant... c'était un ami de son frère, parce qu'elle avait 2 frères, hein, tous les 2 militaires d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle était en train... C'est elle qui me raconte ça. Hein. Oui. Elle me dit, un jour, j'étais devant... chez ma mère, donc ma grand-mère, à Nemours, en Seine-et-Marne. Je repassais. Il y avait devant moi une armoire avec des miroirs, tu sais, des grandes armoires anciennes avec des miroirs. Oui. Et à un moment donné, qu'est-ce que je vois brusquement ? Alors que c'était pas fermé à clé, mais c'était pas mal fermé, hein. Le miroir qui était le plus près de moi s'ouvre la porte de l'armoire et je vois apparaître la silhouette de l'ami de mon frère qui était encore en Australie à l'époque. Oh, mais ça alors, mais on le voyait bien, hein, avec son képi. Ah, alors là, je lui dis, elle va voir sa mère, donc ma grand-mère, et lui dit, voilà ce qui m'arrive. Ah, elle était jeune ? Oui, elle n'était pas encore mariée. Et 8 jours après, ils reçoivent un courrier indiquant que ce fameux soldat, enfin cet officier, hein, c'est un officier, venait de mourir en Australie. À telle date, c'est le jour même où elle a vu l'apparition. Oh là là. Dans le miroir. Alors ça, si c'est pas du paranormal, qu'est-ce que c'est ? Oui. Mais en plus, c'est assez fréquent, hein. Soit par une audition, soit par une image, enfin... Il y a beaucoup de... Voilà, alors pourquoi est-ce que c'était adressé à elle, si on peut dire ? Oui. Mystère. Peut-être qu'il avait eu le béguin avant. Ah, ça. Ah oui, non mais les sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un propulsent des vibrations adéquates concernant ces sentiments. D'ailleurs, c'est comme ça qu'existe l'amour, hein. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de vibration. Oui. On appelle ça les atomes crochus, mais en réalité, ce sont des phéromones. Oui, voilà. Ce sont des hormones odeurs. Oui, enfin, bon, c'est surtout des vibrations. Toutes les vibrations dans l'univers, comme je l'ai montré dans une fameuse conférence sur la radionique que j'ai faite dans 2 ou 3 assos qui s'intéressaient à la radiesthésie. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut communiquer avec les morts ? Alors, il y a des personnes qui y arrivent. Alors, ce sont des médiums. Comment s'appelle l'acte de cette discipline de communication ? C'est la nécromancie ? Ah non, non. Alors, c'est pas ça. Mancie, ça veut dire autre chose. Non, la nécromancie, c'est plutôt négatif. Hein. Ah, oui. D'accord. Non, c'est la communication avec les morts, c'est tout. Il y a aussi l'écriture automatique. Il y a l'écriture automatique. On ne sait pas de qui ça vient en général. La transcommunication. Alors, la transcommunication, c'est l'utilisation d'un instrument comme une bande magnétique. D'accord. Mais on a vu ça aussi sur des vieilles télés. Oui, les anciennes télés où il y avait ce qu'on appelait la neige, quand il y avait la fin des programmes. Voilà. Moi, j'ai vu je connais quelqu'un qui regardait sa télé et les programmes se sont arrêtés vers 1h du matin. Et puis elle se dit, elle s'étire, elle se dit, il faut que j'aille me coucher maintenant. Et qu'est-ce qu'elle voit apparaître sur l'écran ? Une image qui ressemblait
au visage de son fils décédé quelques mois avant. Ah. Mais il n'y avait pas de son. Ah oui, non, mais il y a un contact. Hein. Ouais. Alors, quelquefois, tout se voit. Hein. Oui. Parce que n'oublie pas ça. C'est le problème de la dimension. La 4e dimension, les consciences qui sont conscientes dans la 4e dimension voient tout ce qui se passe dans la 3e, exactement comme nous. Si nous regardons le plancher et qu'il y a une bête qui se balade sur le plancher, eh bien nous le voyons tout de suite. Oui. Et nous sommes même capables de prédire vers où il peut aller. Oui. Eh bien, pour ceux qui sont dans 4 dimensions et qui regardent les 3 dimensions, localement par exemple, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et voilà pourquoi les esprits très avancés, les personnes, les mystiques presque toujours, ou les moines, ou les saints, quand ils ont une perception, c'est parce qu'ils ont développé tous ces pouvoirs, pas pour les pouvoirs, ça leur est venu automatiquement du fait de leur progression spirituelle. Oui. Alors on passe de la matière au psychisme, au spirituel, les 3 fameux niveaux de la tiare. Oui. Et alors j'ai entendu dire, les gens, on revient, bon les sujets sont tous un peu imbriqués. Ah oui, absolument, oui. Quand une personne qui a vécu une expérience de mort imminente, c'est-à-dire qui a été morte pendant un petit temps, oui. Alors c'est jamais des heures. Oui, voilà. Hein, ça reste quelques minutes. Oui, généralement c'est ça, oui. Bon. Alors quelquefois, les personnes qui reviennent à la vie développent des facultés particulières. Voilà, exactement. Et c'est pas anormal, c'est tout à fait logique. Parce qu'elles se sont trouvées dans une situation en 4 dimensions qui leur a fait instinctivement remonter à la surface quelques éléments, puisqu'on les a tous en nous, hein, à l'avance. Oui. Concernant les mondes invisibles, bon, on a parlé des âmes, on a parlé des corps éthériques, du corps astral, on peut voyager... Excuse-moi, il faut que je réponde. Ah, alors... Oui, alors Serge, on a un petit peu évoqué l'ensemble des sujets que tu développes dans ton livre. Il y a un sujet dont j'aimerais parler avec toi, c'est comment rentrer en communication avec les défunts, l'au-delà, et notamment un sujet qui fait un peu peur, et notamment chez les jeunes. Je sais qu'il est très prisé chez les jeunes, et je sais qu'il faut faire attention à ça. C'est le Ouija. Oui. Alors qu'est-ce que c'est Alors Ouija, en fait, c'est une sorte de jeu à base d'un sorte de plateau sur lequel il y a un certain nombre de symboles, et qui rappelle un peu certaines expériences spirites. Mais ce n'est pas du spiritisme classique. Et pourquoi ça peut être dangereux? Parce qu'on ne sait pas qui est l'interlocuteur de l'autre côté de la barrière. Eh oui, c'est ça. Or, il existe le bas astral, et le bas astral, c'est la zone géographique et temporelle dans laquelle évoluent des créatures souvent malveillantes. Et très peu instruites. Est-ce que c'est ce que l'on pourrait... On peut appeler ça l'enfer, non? Ah non, c'est pas pareil. Je ne pense pas que ça soit assimilable à l'enfer. Je pense que l'enfer, alors le paradis, l'enfer, le purgatoire, sont des notions que la religion, à peu près toutes, hein, mais spécifiquement la religion catholique, ont bien précisé, trop précisé à mon avis d'ailleurs, parce que ce sont plutôt des états d'âme, si on peut dire, lorsqu'on est défunt, et non pas nécessairement des lieux. Alors il se peut que l'enfer soit en même temps un état d'âme collectif et individuel, mais aussi un lieu. Oui. Un lieu géographique, oui. dans l'espace-temps. Hein. Oui. N'oublions pas qu'on est quasiment dans des situations einsteiniennes, c'est-à-dire on parle de temps et d'espace, hein, et non pas simplement d'espace. Voilà, alors le Ouija est un jeu auquel il ne faut surtout pas se livrer, parce qu'on essaye de communiquer précisément comme faisaient les spirites au XIXe siècle. Alors c'est passé de mode, hein, il se trouve ça. Oui. Alors que le Ouija est revenu à la mode, lui. Et oui, c'est ça. Et il existe depuis longtemps, pourtant. Or, c'est une tentative pour, d'abord, avoir des prévisions, des prédictions sur l'avenir d'un tel, qui est là, autour de la table, mais aussi pour contacter des personnes de l'au-delà. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel genre de personne c'est vraiment. N'importe quel esprit mal intentionné peut se présenter comme ton grand-père. Eh oui. Et comme lui, il ne connaît rien de ton grand-père, mais il va lire en toi.
Et les informations, qu'on s'en est aperçu dans le spiritisme, hein, les informations qu'il tire sur une personne défunte de ta famille, par exemple, ou de ta connaissance, il ne les prend pas comme ça. Non, non, il les prend en toi. Parce que tu as la mémoire de tout ça. Ouais. Et puis il a la vision de ton intégrité Oui, émotionnelle, voilà, intellectuelle. Exactement. Alors, il faut savoir qu'aussi on est lié à des problèmes émotionnels, comme tu viens de le dire, alors qu'on n'est plus dans le domaine proprement mental. Et il faut beaucoup se méfier des créatures qui se trouvent dans l'au-delà, qui vivent dans l'au-delà, qui sont des esprits, hein, soit des esprits de défunts, soit des esprits qui habitent là en permanence, hein, c'est-à-dire c'est le bas astral. Il y a la vie partout. Et là, on est dans une autre dimension, et c'est déjà la vie. Alors moi, j'arrête pas de dire dans mes conférences, quand on parle de la vie extraterrestre, par exemple, Oui. on pense à quoi? On pense à la vie biologique. Oui. Mais on a complètement oublié la vie psychique et spirituelle. Eh oui. Parce qu'il peut y avoir des planètes habitées spirituellement, mais les gens n'ont pas de corps. Oui. Sauf quand ils veulent se matérialiser, pour des raisons X, pendant une période de courte durée. Comme Oui. font ici, sur notre Terre, déjà des maîtres ou des moines ou des mages. C'est possible. Alors, les extraterrestres, c'est un sujet qu'on évoquera Oui, oui, plus tard. dans un autre. Mais c'est pour ça, pour dans un bien autre faire la interview. différence entre la Mais, vie biologique Oui, oui, et la vie psychique, oui, et la vie spirituelle, spirituelle. et la vie divine. oui, Ça fait 4 niveaux, mais 3 essentiellement. oui, oui, oui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils, c'est l'incarnation du Père dans l'humanité, et le Saint-Esprit, c'est encore autre chose. D'ailleurs, dans l'autre bouquin, là, je dis le Père, le Fils, le Saint-Esprit est, du verbe être. Oui. Il n'existe pas, il est. C'est le Père. On n'existe que quand on a un corps. Matériellement. Voilà, matériellement. Si on n'a pas compris ça, il faut relire, etc., etc. D'ailleurs, tu as devant toi, là, un petit bouquin, tu vois, la deuxième rangée, la première. Tu as « Les morts nous parlent ». Eh bien, ça, c'est François Brune, justement. Ah, Tu peux sortir le bouquin là, le Père Brune. Oui, doucement. Le Père Brune, que j'ai connu. Hein. Non, non, pas là, juste sur le bord. À droite, à droite, à droite, à droite. Stop, tu es presque dessus. Voilà. Celui-ci, là? Oui, voilà. Les morts nous parlent. Alors ça, c'est un livre que tout le monde devrait lire. François Brune, qui est décédé l'an passé, a écrit pas mal d'ouvrages, dont celui-ci, « Les morts nous parlent ». Et il explique comment on peut voir sur le plan d'abord théologique, mais aussi sur le plan, disons, de la spiritualité dite scientifique, Oui. la question de l'au-delà. Très intéressant à lire. Ben écoute, Serge, j'invite tous les spectateurs à essayer de se procurer ce livre, qui est aux éditions Succès du Livre. François Brune, donc, Les morts nous parlent. Oui, alors lui, c'était un prêtre. Hein. Oui, c'était un prêtre. Un prêtre. Alors, j'invite aussi les téléspectateurs à se procurer le livre pour lequel on a eu cet entretien aujourd'hui, Voilà. parce que, il est beaucoup plus développé. Tu développes beaucoup plus tous ces sujets-là. Donc, je rappelle, Serge Le Guyader, Dialogue avec les morts, ça c'est le titre visible en première de couverture, dont le titre est plutôt Enquête sur l'au-delà, aux éditions Trajectoire. Alors, il est disponible en librairie, ce livre. On va chez n'importe quel libraire. S'il ne l'a pas en stock, il le commande. Il peut le commander. Et ça prend 24 heures. Sinon, toutes les librairies ésotériques devraient l'avoir. Et en tout cas, Mola, là. Chez Mola, à Bordeaux. Il y a aussi une librairie dont il faut essayer de les aider un peu. C'est les librairies Théora. Théora, c'est complètement Mérignac. à l'autre côté de Mérignac, Oui. où je suis allé déjà faire 2-3 conférences. Et ils l'ont. Alors, je pense qu'ils ont ce livre. Ils ont ce bouquin. Serge, pour aujourd'hui, on va en rester là. D'accord. Écoute, je suis ravi d'avoir passé une bonne heure avec toi. Et puis, on se retrouve d'ici La semaine prochaine, une quinzaine de jours. On avait fixé une date Oui, ou pas? je crois. On va le voir ensemble. Bon. Et puis, on évoquera un autre sujet que celui d'aujourd'hui.
Voilà. Voilà. Merci Serge. Allez, eh bien, bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.